Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, le long du boulevard Haussmann se dresse le musée Jacques Marandré. Cet hôtel particulier abrite des collections d'œuvres d'art dignes des plus grands musées. Stéphane Chappell apporte du style aux boutiques de luxe et podiums de défilé, mais aussi à nos intérieurs. Portrait d'un fleuriste pas comme les autres. Pattes d'éléphant, motifs psychédéliques et style décomplexé, bienvenue dans la mode libérée des années 70. Voyage dans le temps. Immersion dans un savoir-faire peu connu en Occident, l'art ancestral du Gyotaku. C'est Nicolas Trelonge qui nous en parle dans le geste. Et avant de retrouver le fleuriste Stéphane Chappell, tout de suite point de vue. En un regard, ce tableau nous plonge dans l'ambiance de joyeuses festivités. Le bal du Moulin de la Galette, réalisé par Renoir en 1876, dépeint une légèreté montmartroise qu'on ne pourrait qu'envier, mais qui cache pourtant un secret. À cette époque, les habitants sont relativement pauvres et il semblerait que Renoir ait enjolivé la réalité en rajoutant de jolis atours à nos personnages afin de remplacer les guenilles des convives. Un tableau impressionniste qui n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. À travers cartes, plans et photographies, l'atlas des lieux disparus nous immerge dans les confins du monde à la recherche d'endroits qui ne sont plus. Fascination pour des civilisations éteintes, questionnement face à des ruines ensevelies, d'Alexandrie à Tombouctou, l'auteur redonne vie à ces lieux et nous révèle des vestiges du passé. Sobrement illustré et minutieusement photographié, ce livre est un véritable bond dans le passé. On n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps, mais presque. À ses côtés, difficile de passer inaperçu. Ces charmantes demoiselles répondent au nom de Missoni, Vevey et Cartagena et sont l'œuvre de la collaboration explosive entre Philippe Starck, créateur de la chaise Mademoiselle, et de l'italienne Rosita Missoni, à l'origine de ces graphismes pop. Large et accueillante, on a un peu l'impression d'être dans les bras d'une mamma milanaise au look bariolé. Même si pour la sobriété, il faudra repasser, nous on adore le style décalé. Les époux Édouard André et Nelly Jacquemart ont parcouru l'Europe et l'Orient à la recherche de pièces exceptionnelles. C'est au cœur du musée Jacques Marandré que se cachent ces trésors. Le musée Jacques Marandré, c'est un musée d'atmosphère. Quand on rentre dans ce musée, l'idée que nous avons est de rentrer dans un hôtel particulier du 19e siècle, avec ce que ça comporte de luxe, mais aussi de côté intime. Bienvenue dans la demeure d'Édouard André, un riche héritier d'une banque protestante qui avait le goût des arts et de la fête. L'architecte Parent a vraiment créé pour Édouard André une sorte de machine à réception absolument parfaite. Les invités arrivaient par une rampe d'un côté, leur calèche pouvait rentrer dans la cour d'honneur, puis ils pénétraient dans un premier salon qui avait été spécialement élargi en fait par des systèmes extrêmement ingénieux de cloisons rétractables, escamotables, aussi bien dans les murs que dans les sols. On voit encore les traces des rails et de ces systèmes très sophistiqués qui permettaient en fait d'avoir un très grand espace libre pour des réceptions qui pouvaient accueillir 1 millier de personnes. C'est après le mariage d'Édouard avec la peintre Nelly Jacquemart que l'hôtel particulier devient une vitrine des arts de l'époque, acquis aux 4 coins du monde. Ils vont en Allemagne, ils vont en Suède, ils vont en Russie, ils vont en Égypte, au Liban. Enfin, c'est vraiment un couple de collectionneurs voyageurs. Il y avait une vraie affection entre les deux personnes et puis une vraie passion commune pour les arts. Alors elle n'aime pas exactement les mêmes choses qu'Édouard André. Édouard est plutôt passionné par les arts décoratifs du XVIIIe siècle, par leur rapport avec l'art flamand, l'art hollandais. Notamment cette série de Rembrandt qui faisait la fierté du maître des lieux. Il fallait une grosse fortune à la fin du XIXe siècle pour acheter des Rembrandt. C'était un artiste déjà très très cher, très recherché par les collectionneurs aussi bien européens qu'américains. Nous avons le portrait d'Arnold Tollings, qui est un tableau de la fin, un tableau d'un Rembrandt très très dépouillé, un Rembrandt austère, et puis plus émouvant, plus intéressant, sans doute le plus célèbre tableau, un des plus célèbres tableaux de la collection,
Les pèlerins d'Emmaüs, c'est la rencontre du Christ ressuscité par deux pèlerins qui cheminent vers Emmaüs et qui invitent cet inconnu à dîner, à partager leur repas. Et Rembrandt va représenter exactement le moment de la reconnaissance, c'est-à-dire le moment où le premier pèlerin qui est dans l'ombre, qu'on entreaperçoit à peine, est en train de se prosterner aux pieds du Christ. Le deuxième pèlerin est frappé de stupeur, il a vraiment une expression presque d'horreur et d'effroi en train de se dire « mais je vois un mort ». Nelly Jacquemart, elle a une passion pour l'Italie. Une passion qu'elle expose et aménage à l'étage avec un soin pour la mise en scène, comme avec cette fresque vénitienne de Tiepolo qui accueille les visiteurs. On est dans l'ancien jardin d'hiver de l'hôtel particulier. Elle a jugé que c'était la meilleure lumière pour voir cette fresque, elle avait bien raison. Et elle a fait construire cet escalier extraordinaire à double révolution pour précisément qu'on puisse l'admirer. C'est une sorte de mise en scène de l'œuvre d'art avec presque un goût baroque en fait, pour la surprise et la beauté du mouvement. C'est une œuvre qu'on peut voir en mouvement comme ça quand on monte par ce jeu de spirale et qui se découvre complètement quand on arrive à l'étage qui est pour Nelly Jacquemart son étage, puisque c'était l'endroit où elle avait organisé son musée italien qu'elle ne laissait pas visiter à tout le monde. Alors c'est vraiment son musée à elle, où elle va y accumuler une collection assez extraordinaire, notamment de sculptures. Les pièces les plus rares et exceptionnelles de la pièce sont indiscutablement ces deux angelots de Donatello, on appelle ça des spiritelli, des petits esprits. C'est un musée un peu unique à Paris ici, cette pièce, ancien atelier transformé dans cette ambiance tellement particulière que Nelly Jacquemart aimait peaufiner par des importations extrêmement importantes comme ces plafonds italiens qui sont venus en morceaux depuis l'Italie. Il ne faut vraiment pas du tout considérer la collection Jacquemart-André comme une collection mondaine. C'est vraiment une passion de collectionneur. Et c'était un rapport très romantique en fait à l'œuvre d'art. De Rembrandt à Botticelli, au musée Jacquemart-André, le romantisme est en effet partout et à tous les étages. Chez Stéphane Chapelle, pas d'histoire à l'eau de rose, mais des créations végétales qui nous plongent dans l'univers poétique du fleuriste. Voici son portrait. Dès mon enfance, j'ai baigné dans le monde du jardin. Le côté éphémère du produit fait complètement partie de mon univers. Un univers où le temps suspend sa course, où la beauté peuple chaque recoin. Depuis près de 35 ans, le fleuriste Stéphane Chapelle a fait de la nature un art dont les œuvres sont des bouquets instinctifs et intemporels. Là, je suis parti sur des végétaux assez vivants et assez jardins. Donc là, oui, je regarde surtout l'harmonie des couleurs. Et ensuite, par rapport au vase que j'ai choisi, oui, j'ai déjà un peu une idée en tête de ce que le bouquet final va être. Formé auprès de Jean-Michel Mertens et Christian Tortu, Stéphane Chapelle s'inspire de ces deux grands noms du métier différents mais complémentaires pour créer ses compositions aussi traditionnelles que contemporaines. Donc là, je dispose, oui, toutes mes fleurs devant moi pour ensuite avoir une vue d'ensemble et pouvoir ensuite les prendre plus facilement. Un peu comme un peintre avec sa palette de couleurs, bien souvent peuplée de fleurs de saison. Je vais emmêler quelques clématites que je vais entourer un peu autour des branches, comme elle le ferait à l'état naturel. Dans son métier, ce qui lui plaît, c'est le côté inattendu de chaque journée, rythmé par les demandes des clients. Avec cette composition, il exprime son style, sa signature, un bouquet en mouvement qui laisse libre cours à la vie de chaque fleur. J'utilise les végétaux comme la nature me les offre. Il n'y a absolument rien de corseté, c'est-à-dire de figé, des fleurs qui sont standardisées. On est plutôt dans le côté très sauvage et extrêmement naturel. Et en même temps, je recherche toujours une note de sophistication pour apporter ce côté luxe, on va dire, à un bouquet.
Et à chaque bouquet, son vase. Stéphane en a conçu quelques-uns au cours de sa carrière et s'il ne connaît pas toujours la destination de ses compositions florales, il n'est pas avare de bons conseils pour les exposer. Un bouquet rond va aller plutôt dans quelque chose de bas, d'assez trapu. Des fleurs graphiques vont aller plus dans on va dire dans un vase tubulaire. Qui mieux qu'un fleuriste va savoir les proportions, les tailles, pour la mise en valeur de chaque fleur. La constitution d'un bouquet dans un métier de fleuriste, c'est une infime partie du métier, c'est la récompense de notre métier. Une récompense qui a fait sa renommée, car Stéphane Chapelle ne se cantonne pas à ses 2 boutiques parisiennes. Depuis des années, ses créations habillent mariages et cérémonies et son nom se partage aussi dans l'univers de la mode, du bijou, du luxe et aujourd'hui des bougies. Pour la campagne d'une grande marque, il compose des décors végétaux. Donc là, j'essaye de recréer un peu comme un tableau orientaliste avec donc toutes ces teintes de brun, de fumée, de miel, dans un esprit également un peu 19e, voilà, comme on pourrait retrouver sur certains tableaux. Donc là, je vais placer quelques casmantium pour une petite touche dorée. Celles-ci sont dorées à la feuille, oui. Stéphane, c'est pas juste un fleuriste, c'est vraiment un créateur d'ambiance florale, si je puis dire. Il a un véritable œil sur la composition. C'est aussi un personnage très attachant et très talentueux. Donc c'est naturellement que nous sommes tournés vers lui pour créer ces ambiances. Des compositions sophistiquées, travaillées et remaniées au détail près pour le temps d'un cliché. Et si c'était finalement un pied de nez au temps qui passe et fan ses précieux produits? Pour que la nature perdure, il faut absolument l'entretenir, voilà, recommencer, lui redonner vie. Tout ce qui est photographie permet effectivement d'éterniser un instant. Que les végétaux ne durent pas dans le temps n'est pas quelque chose qui m'effraie, puisque je sais que c'est un éternel recommencement. Et Stéphane Chapelle recommence chaque jour au gré des saisons et des tendances florales. C'est aussi le secret de sa passion, créer de nouvelles émotions, puiser dans la nature. Bonjour Stéphane. Bonjour Caterina. Stéphane, vous avez une formation de horticulteur et floriculteur. Autant dire que la passion de la nature, ça a toujours été votre dada. Je pense que ça remonte à l'enfance, d'avoir vécu dans une famille où le jardin était très important, puisqu'il avait une valeur nourricière. Très jeune, j'ai vu mon père jardiner, et donc il faisait aussi bien son jardin, le jardin de ses parents, le jardin de ses beaux-parents. Et vous l'aidiez? Et je l'aidais. Alors, quand on est enfant, c'est un peu compliqué. On regarde ça avec des yeux d'enfant, voilà. Mais je pense que c'est le départ de tout. Ensuite, vous avez fait un apprentissage à Paris, chez les meilleurs fleuristes, notamment Christian Tortu, par exemple. À l'époque, les fleurs étaient vraiment partie intégrante de la décoration, aussi bien des événements de la mode qu'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que chaque maison de mode avait des fleurs bien précises. Vous retrouviez bien sûr le célèbre camélia pour la maison Chanel, le lys, le muguet pour la maison Dior. Quand j'ai commencé dans ce métier, je pense qu'il n'y avait pas de défilé sans fleurs, sans arches fleuries. C'était vraiment quelque chose qui était très très important. Et justement, pourquoi on parle du passé? Parce que qu'est-ce qui a tellement changé aujourd'hui? Nos concurrents ne sont pas forcément d'autres fleuristes, ce sont plutôt des nouvelles technologies. C'est les effets de lumière, c'est d'autres matières complètement différentes des fleurs qui sont arrivées sur le marché pour créer des ambiances. Voilà. Vous vous définissez comme agriculteur urbain. Pourquoi? Je prends la nature comme elle me la donne. En aucun cas, j'essaye de contraindre la nature. Il y a un des codes de la maison, quand ils font un bouquet et qu'ils n'ont pas le feuillage qui correspond à la fleur, je leur dis toujours, vous vous rapprochez au maximum de la feuille d'origine. Parce que si la nature a choisi de mettre un feuillage graphique avec cette fleur, c'est que c'est bien choisi. Vous avez vous-même mis en place un circuit de compostage.
Ça fait partie aussi de l'évolution de votre métier. Alors là, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi, puisque nous avions énormément de végétaux, puisque nous récupérons, on va dire, 85% de nos achats, qui est destiné aux hôtels, à des événements. Chaque semaine, on récupère les fleurs de la semaine précédente, et on se retrouvait effectivement avec une quantité de végétaux en fin de vie. Et à partir de là, nous avons créé un espace à la campagne. On récupère, et en plus, c'est quelque chose qui me resserre pour le jardin, voilà. Est-ce que vous remarquez des tendances dans ce que les gens demandent, dans les bouquets, ou que ce soit la forme, que ce soit la variété de fleurs? La nature a déjà tout offert. Il y a des variétés qui sont nouvelles, mais il y a très peu de fleurs qui ont été créées. En ce moment, derrière nous, on a quelques œillets qui étaient une fleur qui était un peu désuète. Et là, il y a quelques nouveaux producteurs qui s'intéressent à cette variété-là. C'est souvent le départ, c'est-à-dire un horticulteur qui va produire une fleur qu'on ne produisait plus depuis quelques années et qui va apporter une nouveauté. Si vous aviez une préférence pour une fleur, ça serait laquelle? Je les aime toutes, j'aime la qualité d'abord. Donc ce que je recherche en premier, c'est d'avoir des végétaux qui sont cultivés dans leur plus belle qualité. Quel serait le bouquet type, si on pouvait le décrire, de Stéphane Chappell? Le bouquet vivant qui évolue, qui bouge et puis aussi qui fait plaisir avant tout. Un bouquet, c'est la rencontre entre un fleuriste et aussi son destinataire. Il faut que le destinataire se retrouve dans son bouquet. Vous pouvez donner le ton, un style. Moi, je lui impose la qualité, mais en aucun cas, je vais lui imposer une couleur. Ça, c'est le regard de chacun. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Katerina. Des jupes qui s'allongent, des pantalons qui s'évasent, des icônes à la Jane Birkin ou Farrah Fawcett. Bienvenue dans les 70s. Zoom sur la mode des années 70. Parlons fleurs, couleurs pop, pâte d'eff et polyester. Bienvenue dans les années 70, sans doute la décennie la plus influente de l'histoire de la mode. Pourquoi ? Parce que c'est celle de toutes les libertés, à la croisée des styles émancipateurs et d'icônes restées mythiques qui ont posé les bases de la silhouette moderne. On pense à Marissa Berenson, à Betty Catroux ou à Loulou de la Falaise, les muses d'Yves Saint Laurent, dont le style continue d'inspirer Anthony Vaccarello pour l'été 2021. Les 70s s'inscrivent dans la continuité de la mode hippie des années 60 où la révolution sexuelle, le Summer of Love et les revendications politiques ont donné à la silhouette des accents bohèmes. La mode s'industrialise, les femmes portent des chemises en dénime, des matières synthétiques et des pantalons évasés ou des robes à motif cachemire. Isabelle Marant s'en inspire chaque saison avec toujours une touche artisanale de crochet ou de broderie et une pointe de lamé disco. Car la décennie 70, c'est aussi celle de Diana Ross, de Bianca Jagger et du Studio 54, boîte de nuit new-yorkaise mythique où rien n'est interdit et où l'on croise Andy Warhol, Liza Minnelli et Grace Jones. Tout le monde s'habille chez Alston, créateur phare de l'époque. Son digne héritier s'appelle Michael Alpern et fait revivre sur les podiums toute cette énergie nocturne avec des cascades de sequins ou des plateformes tout droit sorties des années disco. Le principe, toujours plus de flamboyance, il faut briller pour être vu. Une mode hédoniste très américaine à laquelle Marc Jacobs rend hommage en 2020 avec un défilé spectaculaire. On y croise tous les marqueurs des années 70, les fleurs, les tailleurs évasés, les couleurs joyeuses et bien sûr les jeans en patchwork. En France, ils sont popularisés par Jane Birkin et son look inoubliable avec panier et blouse blanche qui continuent d'influencer des générations de jeunes filles. Chez Tommy Hilfiger, on rend hommage à l'âge d'or de l'Apollo, théâtre mythique de Harlem où les Jackson 5, James Brown ou encore Marvin Gaye ont fait leur début.
Dans une ambiance électrique, défilent des pantalons en cuir et des cols pelle à tarte, des lavalières et du velours, et les icônes de l'époque renaissent. Pour résumer, les années 70, c'est l'ère des formes et des matières, des textures et des imprimés, l'explosion du synthétique et du prêt-à-porter, bref, les premiers pas de la mode vers la mondialisation. Ces silhouettes de poissons qui semblent figées dans le temps doivent leur profil ancré à l'artiste Nicolas Trollonge. Aujourd'hui, on vous parle de Gyotaku. Depuis le début, je suis parti sur le fait de montrer à voir le poisson tel que moi je le vois. Tous ces détails, comme si le poisson était devant vous, non pas vivant, mais dans son état originel au moment de sa mort. Amoureux de la pêche et de la poésie qu'offrent les empreintes de la nature, Nicolas Trollonge s'est initié un peu par hasard à l'art du Gyotaku, un art ancestral qui a pris racine dans les ports japonais. Tous les pêcheurs sont en compétition. Et donc, pour prouver qu'ils avaient fait des belles prises ou des grandes prises, ils prenaient l'empreinte du poisson avec de l'encre de sèche, ils la passaient dessus, et sur une planche ou sur le sol même, ils faisaient, et vous aviez, il n'y a pas la photo à l'époque, vous aviez une idée de la taille du poisson. Et au 19e, au Japon, il y avait beaucoup de calligraphes, de dessinateurs, d'artistes. Ils se sont emparés de ces empreintes de poisson, des pêcheurs, et ils ont donc posé la calligraphie traditionnelle, et c'est devenu des cadeaux extrêmement chers. Et on en voit encore passer en salle des ventes des Gyotaku du 19e, qui sont estampillés 19e, qui valent des fortunes. Avant de redessiner ces poissons en troublante nature morte, Nicolas a d'abord dû apprivoiser cet art. Il n'y a pas une empreinte pareille, souvent comme on a mis l'encre, donc il y a un effet de hasard. La première empreinte de baliste que j'ai fait, je ne m'attendais pas du tout à voir ces poissons sortir avec cette petite bouche en cul de poule, et puis ce côté un peu pointilliste, assez étonnant. Alors pour moi, le plus beau des poissons à faire, c'est le Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce que c'est un poisson qui est tellement complexe. Il y a des structures incroyables, épineuses sur les bordures. Brochet, carpe, barbeau, pour faire ressortir les aspérités propres à chaque poisson, Nicolas doit trouver le bon dosage d'encre, mais aussi bien choisir son papier pour réaliser l'empreinte, et les options sont nombreuses. On peut utiliser tous les papiers qu'on veut, pour autant qu'ils donnent à voir ce que tu veux montrer. Celui-là a été fait sur papier Vinci, donc un papier non absorbant et qui donne un rendu que j'aime beaucoup. On dirait une photo. Le problème du papier Wanzu, c'est l'effet buvard. C'est-à-dire dès qu'on travaille avec des encres qui sont plus ou moins diluées dans l'eau, eh bien le papier boit. Ce qu'on fait peut sortir du poisson parce que la tache s'agrandit, et donc il faut anticiper tout le temps l'absorption des lavis. On voit aussi tout ce qui se passe sous la peau finalement, qu'on ne voit pas forcément. L'empreinte le montre, mais il faut l'atténuer. Il faut continuer à travailler pour l'atténuer parce que ce n'est pas aussi marqué dans la nature. Et pour arriver au résultat le plus fidèle, il faut un peu de patience et d'entraînement. Le principe, c'est que tu poses une seule fois. Il n'y a pas de repentir à l'empreinte. Alors, quand tu apprends l'art du Gyotaku, au début, ça te coûte en papier, en encre, parce que tu jettes beaucoup. Et puis des fois, miracle, ça marche du premier coup, parce que tu as la bonne température extérieure, tu as le bon mélange d'encre. Allez, mystère. Après, les Gyotaku, c'est des empreintes inversées. Donc, si on veut rendre ce qu'on voit, il faut prendre des photos. Et puis après, on travaille graphiquement avec soit des rotrings qui contiennent de l'encre de Chine, plus ou moins diluée, pour avoir les grisés,
soit maintenant, de plus en plus, je travaille avec des feutres à l'encre de Chine. Il y a 2 écoles maintenant de Gyotaku. Il y a toujours ceux qui travaillent en noir et blanc et il y a une école qui colore, qui peint les empreintes après. Moi, j'ai toujours adoré les films en noir et blanc et donc je reste fidèle au noir et je crois que je peindrai jamais mes poissons. Colorée ou traditionnelle, l'empreinte du poisson restera éternelle. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!